Nous continuons notre matinée avec notre première table ronde. Et cette table ronde, elle va répondre à la question suivante. Pourquoi un langage commun immobilier est-il la clé indispensable à notre réussite individuelle? Alors le sujet de ce webinaire, c'est la continuité numérique immobilière. Et la première question légitime à se poser, c'est de quoi parle-t-on? Eh bien, si nous considérons le cycle de vie d'un immeuble, en utilisant une image, une analogie, deux continents temporels apparaissent très nettement. Le premier, c'est celui de la conception-construction qui dure de 2 à 5 ans maximum. Et le second, c'est celui de l'exploitation qui est d'une durée de 50 à 150 ans, suivant la nature des bâtiments. Chaque continent se divise entre plusieurs pays, qui sont les différentes familles de professionnels immobiliers qui interviennent tout au long du cycle de vie des bâtiments. Ces métiers, ce sont pour le premier continent, celui de la conception-construction, les architectes, les constructeurs, tous les sous-traitants du second œuvre, c'est-à-dire les plombiers, les chauffagistes, les éclairagistes, mais aussi les promoteurs, les territoires où le foncier est sourcé, les services publics d'aménagement, la voirie, etc. Et pour le deuxième continent, celui de l'exploitation, ce sont principalement les investisseurs institutionnels, les property managers qui font la gestion quotidienne, opérationnelle et financière du bâtiment, les facility managers qui, eux, gèrent la gestion technique des équipements à l'intérieur des bâtiments et qui gèrent également les services offerts aux occupants, et puis, évidemment, les occupants, propriétaires ou locataires, occupants qui sont les clients finaux, les utilisateurs quotidiens du bâtiment. Donc, on vient de repositionner l'ensemble des métiers de la filière immobilière sur deux continents. Or, il se trouve que l'échange d'informations entre ces deux continents est problématique. En fait, on constate une rupture numérique, c'est-à-dire que le passage de témoins entre ces deux temporalités souffre de discontinuité. Les informations ne passent pas. Ce qui est dommageable pour la performance opérationnelle du cycle de vie des bâtiments. Et comme je viens de vous parler de rupture numérique entre ces deux continents, il est facile pour vous maintenant de comprendre ce qu'est la continuité numérique. La continuité numérique, c'est de faire disparaître les ruptures numériques qui sont des discontinuités d'informations préjudiciables au rendement économique du cycle de vie des bâtiments. Maintenant, regardons plus précisément ce qui se passe à la frontière entre ces deux continents. Que voyons-nous? Nous observons qu'il y a un passage de témoins entre les promoteurs et les investisseurs, le jour exact de la livraison du bâtiment. C'est-à-dire qu'en une journée, la responsabilité entière du bâtiment passe d'un continent à l'autre. Ce passage de témoins entre les promoteurs et les investisseurs est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Sujet qui est essentiel pour la co-construction d'une continuité numérique immobilière performante et durable, utile pour tous les professionnels de la filière et valorisable économiquement. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau Franck Hovorka. Franck Hovorka, vous êtes le président de l'ARIX, mais vous êtes également le directeur technique et innovation à la Fédération des promoteurs immobiliers. Bienvenue. Bonjour, merci. J'accueille également Xongor Ksukas, vous êtes le président de l'APROMA, qui est l'association professionnelle des property managers, mais vous êtes également le président de BNP Paribas REPM. Bonjour, bienvenue à vous. Et j'accueille également Éric Lefiot. Éric Lefiot, vous êtes le président du CPMI et vous êtes directeur général chez Atalian Facilities. Et nous aurons donc en distance Laurent Fléchet qui est le vice-président en charge de l'immobilier à Finance Innovation et qui est également le directeur général
de Primonial. Alors, je commence avec vous, Franck Hovorka, si vous voulez bien, avec une première question. Quel est, pour vous, l'objectif d'une continuité numérique opérationnelle pour la filière immobilière et quels sont les bénéfices pour les promoteurs? Alors, je pense que le sujet que nous avons, sur lequel nous avons commencé à travailler est né d'un constat que nous avons partagé entre promoteurs et investisseurs. Et c'est un des sujets que nous avons abordé au démarrage de nos travaux avec l'association Fidji. C'est que quand on prend un dossier des ouvrages exécutés, qu'il soit sous sa forme papier actuellement ou sous la forme d'une maquette numérique plus ou moins abîmée, avec des niveaux de détail plus ou moins élevés, en réalité, ce document finit immédiatement à la benne. Il y a à peine 5% des données qui peuvent être utilisables. Alors tout ça ne naît pas en fait d'une volonté de nuire, hein. C'est vraiment le cas typique de cette discontinuité où l'investisseur et ses partenaires, que sont l'asset manager, le property manager, a exprimé une demande de données, mais sans forcément la qualifier avec la définition de la donnée qu'il attend, le périmètre de calcul, le niveau de fiabilité. Et du coup, on se retrouve avec des informations dont personne ne connaît la manière dont elles ont été renseignées, dont personne n'assure la responsabilité et dont personne ne connaît le niveau de fiabilité. C'est ce que j'appellerais l'aspect métadonnées. Et je reprends l'exemple qu'on utilise tout le temps sur la surface. Si l'ARIX a travaillé avec plus d'une cinquantaine d'organisations internationales à la définition de l'IPMS, qui est l'International Property Measurement Standard, c'est bien parce qu'on était incapable avant de savoir quelle était la définition de la surface. Il y avait autant de définitions de surface que d'acteurs. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un IPMS, donc un standard qui définit trois grandes définitions de surface, et donc il devient plus aisé du coup de se transmettre des données en termes de surface, puisqu'on peut les classer dans ce standard. Et deuxième métadonnée indispensable, quel est le niveau de fiabilité de l'information? Est-ce que quand je dis 100 mètres carrés, je dis 100 mètres carrés plus ou moins 10 mètres carrés, plus ou moins 1 mètre carré? C'est pas du tout la même chose. Si vous devez commander du revêtement de sol, vous avez besoin d'une surface avec un niveau de fiabilité élevé. Si vous êtes au tout début du projet et que vous cherchez juste à avoir une faisabilité, vous pouvez accepter une surface avec un niveau de fiabilité plus faible. Donc tout va dépendre de quel est l'usage. Et donc on revient un peu à ce travail de définition que nous avions fait grâce au plan bâtiment durable à Philippe Pelletier et à l'époque Xavier Piquant. C'était de retravailler des notions de comment on définit une data dans le contexte juridico-légal du numérique. Et une data, ça doit être défini par qui l'a fournie, qui l'a créée, quelle est la responsabilité qu'il engage sur cette donnée, à qui elle peut être transmise, qui peut l'utiliser, combien de temps. Et ça, c'est jamais transmis dans un dossier des ouvrages exécutés. On vous transmet des mètres cubes d'informations, mais jamais personne s'est vraiment préoccupé de standardiser ce niveau d'information. Alors je dis c'est pas vrai parce qu'on a eu l'occasion de le faire dans d'autres vies avec Eric Songor et je pense à David Ernest aussi qui travaille maintenant chez Vinci Facilities et on a tenté de poser la définition de ça. Mais on s'est toujours heurté à cet écueil de comment valoriser ce travail d'acquisition d'informations pour qu'il soit transférable à un investisseur et que lui le dise effectivement je l'accepte et je suis prêt à payer pour ça, pour ce travail fait, parce que je peux l'utiliser immédiatement dans mon système d'information et je peux le transmettre à mes co-traitants que sont l'asset et le property qui eux pourront l'intégrer dans leur propre système technique. Et vous voyez que ça on ne sait pas faire. Aujourd'hui je pense qu'aucun d'entre nous n'a utilisé une maquette BIM et l'a, en appuyant sur un bouton, l'a intégré dans ces logiciels de gestion de maintenance informatisés. Je pense que je parle sur votre contrôle, mais aucun d'entre vous n'a réussi à faire ça. Donc on en est très loin. Et pourtant, comme tu le disais, il y a deux continents. Alors moi, j'en rajouterai un troisième qui est pour moi fondamental et qui crée une rupture complémentaire, c'est le monde de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment, ça a été dit, c'est quoi? C'est des dizaines de milliers de composants qui sont assemblés. Or, dans un immeuble aujourd'hui, vous n'avez aucun composant qui ne soit pas sorti de chez un industriel. Aucun. Alors si on va peut-être en trouver dans du monument historique ou chez le sculpteur de pierre.
Et encore, il y a de plus en plus de sculpteurs de pierre qui travaillent de la CAO et des modèles numériques. Donc, ça serait intéressant. Mais vous voyez bien que, en fait, notre enjeu, nous, promoteurs, c'est qu'on est à ce moment précis de transmission d'un ouvrage physique et de son jumeau numérique. Sauf que le jumeau numérique, ça ne veut rien dire en soi. Encore faut-il définir les données qui doivent être intégrées dedans. Et comme je le disais, elles doivent être accompagnées de métadonnées. Et l'enjeu que nous avons, et il est complexe, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on re-questionne nos maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, sur la continuité et à quel moment on peut aller capter une information chez l'industriel qui n'est pas du tout l'information qui nous a servi pour construire l'immeuble. Je prends toujours le même exemple. Quand vous installez un appareil d'éclairage dans le faux plafond, vous avez besoin au moment de la construction de la dimension pour faire le trou et de comment on le raccorde. Quand je le transmets à mon utilisateur, Xongor, lui, il aura besoin de savoir la durée de vie de l'ampoule et comment il y accède pour la changer. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, cette information, elle est chez le même industriel. Et donc, encore une fois, l'objet n'est pas de demander à l'industriel de nous béner, et j'emploie le mot volontairement, qui est un peu vulgaire, parce que ce n'est pas l'enjeu d'aller capter toute la donnée de l'industriel. En plus, derrière cet industriel, il y a des notions de brevet, il y a des notions de sécurité d'information. Donc, il est hors de question d'aller capter 100% de la donnée d'un appareil pour la transmettre et la trimballer tout le long de la conception-construction, mais il est de définir à quel moment on a besoin de quelle information, et tout ça en créant ces plateformes qui permettent la continuité numérique, c'est-à-dire d'être en capacité de rentrer en relation avec l'acteur industriel, avec l'acteur de conception, avec l'acteur de construction, pour capter l'information nécessaire au moment de transmission de l'ouvrage lors de la réception, mais aussi ensuite, évidemment, tout au long du cycle de vie. Et on parlait d'analyse de cycle de vie, ça veut dire que nous, derrière, on doit être capable, avec nos maîtres d'œuvre et nos industriels, savoir quelle est la durée de vie d'un composant, quelle est son obsolescence, quel est son taux de panne. Toutes ces notions qui, aujourd'hui, dans notre monde, sont peu utilisées avant la date de la réception. Et c'est vraiment un enjeu majeur, je pense, d'être capable de passer, comme le disait Xavier Lépine et Mme Alexandra François-Cuxac, c'est-à-dire de transmettre une information qui a de la valeur. Et on se retrouve donc avec deux blocs de valeur dans cette donnée. Un premier qui est l'information, elle sert d'outil d'amélioration de la productivité entre acteurs. Entre un architecte, un ingénieur et une entreprise, passer une information numérique avec une maquette, ça améliore la productivité. Ça, c'est un outil, c'est le moyen. Et puis ensuite, vous avez l'aspect valeur de la donnée par elle-même, qui est un autre élément. Et là, c'est comment je capte une information chez un industriel fabricant pour la transmettre ensuite à un gestionnaire sur la qualité du composant, sa durée de vie, voire je la transmets également à mon évaluateur immobilier. Parce que dans la valeur du bien, il y a aussi sa résilience dans le temps, sa mutabilité, sa fluxabilité. Et tout ça ne s'apprécie qu'en appréciant la qualité des composants et des systèmes du bien. Et on passe dans la traduction financière. Donc je m'arrête là, mais vous voyez que ça ouvre des perspectives extrêmement larges d'utilisation de l'information dans notre industrie. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette table ronde, c'est qu'en fait on a la filière immobilière qui est présente. Franco Borca pour la promotion, on a avec Xavier Lépine pour l'investissement, les investisseurs institutionnels, on a Xongor Sukas pour les property managers, et je vais passer la parole à Xongor maintenant et vous donner avec une première question. L'industrie immobilière est-elle encore trop segmentée face aux nouveaux défis que sont les réglementations qu'a évoqué Franck, c'est-à-dire la stratégie nationale bas carbone et l'analyse de cycle de vie du bâtiment, qui sont devenues des obligations aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, je serais ravi de constater qu'il y a des disruptions de communication, d'échange d'informations contre les continents. Je pense que déjà, dans un continent, il y a beaucoup de disruptions. Entre les pays, voilà, entre les familles. Les frontières sont fermées. Voilà, le Covid n'est pas passé par là, mais les frontières ont fermé. Donc, oui, mais je pense que tous vous partagez la même envie, la même nécessité de devoir mettre en place une transparence et une fiabilité des informations. Oui, il y a la maturité, disons, qui augmente, mais on va y arriver clairement, et on travaille tous les jours. Clairement, en fait,
tous les acteurs ont un rôle, le facility management, le property management, l'asset management, c'est segmenté, fragmenté. Est-ce que c'est un problème? Je pense que pas nécessairement, parce que c'est des spécialisations, et ce qui est bien, parce qu'elle apporte une valeur ajoutée pour le domaine respectif. On ne peut pas être des généralistes. Et même si c'est on met toutes ces activités dans une entreprise, il y aura quand même des échanges d'informations, des clients internes. Donc du coup, indépendamment si c'est fragmenté ou pas, ça complique un peu les choses, mais l'enjeu est le même. De transférer un savoir d'un acteur à l'autre, sans que l'autre doit le reproduire ou dépenser de l'argent de recréer ou d'interpréter, que ce soit fluide, soit immédiatement, instantanément interprétable et utilisable. Et c'est notre enjeu et notre ambition à la Proma, d'être capable dans cette chaîne d'aider les asset managers à prendre des meilleures décisions en leur transférant des données utilisables et bien entendu s'appuyant de notre partenaire et des autres acteurs de la chaîne. Quand on parle de la cycle de vie, c'est très bien quand il y a une mise en exploitation, c'est le début, mais qu'est-ce qui se passe de la fin? Même de la fin, comme il y a plein de composants industriels, etc., on ne parle plus nécessairement de la démolition, mais de la déconstruction. Ça veut dire que comment on peut les réintégrer dans la chaîne immobilière. Donc là-bas aussi, il faut des données, parce que si je ne sais pas si c'est réutilisable et où, et est-ce que c'est encore c'est dangereux, pas dangereux. Donc il y a plein d'informations, des données qui sont utiles et que ce n'est pas seulement linéaire, mais à la fin, ça sera un boucle. Donc clairement, nous avons l'enjeu, pas seulement de transférer les informations, mais aussi de chercher l'utilité. Juste parce que c'est interprétable, et je comprends ce que tu me dis, peut-être que ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut qu'on aussi... excuse-moi, c'est... Non, mais c'est très vrai. C'est d'ailleurs 80% de l'information que je te transmets en tant que promoteur ne te sert strictement à rien. Ça exactement. Donc, finalement, quand le property manager, avec d'ailleurs le facility management et ses partenaires, on prend en exploitation un immeuble, en fait, ils rendent la promesse du promoteur une réalité. C'est l'enjeu. En fait, le promoteur construit des jolis immeubles avec de bas carbone, avec avec de consommation d'énergie très bas, avec une expérience utilisateur énorme, etc. Waouh! Et après, arrive le property manager, et avec le facility manager, et il regarde, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Et bien entendu, c'est vendu. Le promoteur, il a vendu, et le produit est capable. Mais est-ce qu'on est capable de sortir de l'immeuble, ce qui est le potentiel de l'immeuble? Et ça, on ne peut pas s'il n'y a pas une continuité numérique. Si on ne récupère pas les données dans nos systèmes, mais les données dont on a besoin pour, par exemple, l'ampoule, il y a des informations. Ça ne m'intéresse pas. C'est la seule chose qui m'intéresse que l'utilisateur qui en a besoin pour travailler, que ça soit changé immédiatement le plus vite possible. Donc, il y a une notion de l'utilité pour justement rendre cette promesse réalité. Alors, si je reformule et vous me dites si c'est correct, est-ce que les différents métiers de l'industrie immobilière, de la filière qui interviennent tout au long du cycle du bâtiment, est-ce qu'ils connaissent les besoins les uns des autres ou pas? Est-ce que finalement, c'est pas ce changement-là qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que plutôt que de se donner des données, dans mon métier à moi, par exemple de property manager, je peux valoriser, je peux avoir besoin pour être dans ma performance opérationnelle d'un certain nombre de données qui sont valorisables pour moi, mais peut-être pas pour le promoteur, ni pour le facility manager. Donc, est-ce que finalement, on ne regarde pas tous les différents métiers, l'immeuble, avec des lunettes différentes, et que maintenant on se pose la question de vraiment connaître les besoins des uns et des autres pour partager les informations essentielles qui sont vraiment source de valorisation et j'ai deux réflexions pour répondre. Une, nos besoins finalement est déterminé par un besoin final. Donc il y a à la fin une utilisation finale. C'est pas Franck que je veux satisfaire, mais qu'il y a un client final qui va payer pour l'utilisation de l'immeuble. L'immeuble n'est pas vide, il a une finalité.
Donc c'est une chose, et ce sont les cas d'usage en fait qui déterminent les besoins de chacun, et ça on doit être capable d'enchaîner les besoins selon un cas d'usage pour justement satisfaire l'utilisateur final. Et chez Aproma, quand on travaille sur un référentiel et un Fiji est impliqué dans ce travail, justement au lieu de faire un référentiel théorique, on essaye aussi de regarder pourquoi on va l'utiliser et quelles sont les informations réellement nécessaires et dans quel format pour justement pouvoir rendre possible le service. C'est une réflexion. Et la deuxième réflexion, c'était en fait, quand, par exemple, les clients, je parle du continent exploitation. Il y a l'asset manager qui doit assurer la valeur et la valorisation d'un immeuble. Il veut vendre l'immeuble à un moment donné, mais il y a des opportunités sur le marché qui se présentent. Il dit, je veux un ready to sell, data room. Donc les documents et informations que soient regroupés, qu'ils puissent presque activer, pousser sur le bouton s'il y a un acheteur, de le vendre immédiatement. Super. Ce data room, par contre, c'est quel est l'intérêt de ce data room? Pour valoriser l'immeuble à sa juste valeur. Ça veut dire le preneur, l'acheteur, l'investisseur, il va vouloir savoir qu'il achète quelque chose à sa juste valeur. Mais en même temps, si on ne regarde que la transaction, on n'y a pas de continuité. Pourquoi? Parce que l'investisseur, il a un autre property manager qui doit prendre en charge, et ça veut dire que s'il doit, parce que le data room ready to sell était constitué que juste pour la valorisation, mais pas pour les usages, la continuité de l'exploitation. Dans ce cas-là, le PM ou les FM de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir reconstituer tous les documents, il va chercher, il va perdre énormément de temps. Donc il faut aller au-delà de la transaction. Et c'est dans tous les... Je pourrais donner des autres exemples, par exemple avec des constructions, etc., mais je m'arrête ici. Il faut s'intéresser à quelle est l'utilisation finale pour déterminer les besoins. C'était l'enjeu d'ailleurs des réflexions que nous avions menées tous ensemble sur le dossier de maintenance électronique, sur le fameux DM, sur le carnet numérique dans le résidentiel, carnet numérique du logement. En fait, ce n'est pas le carnet d'entretien, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il y a des informations qui sont nécessaires et critiques pour la transaction et ensuite pour prendre la main sur l'usage. Et c'est ce qu'on a fait ensemble avec l'association Fiji, où on s'est dit on va prendre le sujet à partir de là et on définit une trentaine d'informations critiques, et on commence par déjà celles-là. Si on pouvait se les transmettre correctement, avec le bon périmètre et le bon niveau de fiabilité, on ferait un premier pas de génération de confiance entre nous. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement c'est 3 ou 4 continents différents avec des pays et des frontières fortes, mais c'est en plus des gens qui ne se font pas confiance. Peut-être que ça change. Peut-être que ça change. D'ailleurs, vous le prouvez. Vos échanges le prouvent. Oui, alors, on va passer maintenant la parole à Éric Lefio. Éric Lefio, vous êtes, donc, je le disais tout à l'heure, le DG d'Atalian Facility, et vous êtes surtout le président du CPMI, c'est-à-dire c'est l'association professionnelle des Facility Managers. C'est le syndicat des Facility Managers. Le syndicat. Exactement. Alors, j'ai une question pour vous. Comment assurer la performance du pilotage des équipements et de la gestion des occupants? Parce que finalement, c'est votre cœur de métier, et son corps l'évoquait, ce qui est vraiment essentiel, c'est aussi de se préoccuper de l'usage, c'est-à-dire du client final. Et donc, vous êtes quotidiennement en contact avec le client final. Donc, comment vous voyez, vous, cette nécessaire continuité numérique dans notre industrie? Alors, le CPMI, c'est le syndicat du Facility Management. Le Facility Management, c'est placé sous une autorité qu'on appelle pilotage, en fait, sous une seule autorité qu'on appelle pilotage. Les fonctions dédiées à l'immeuble, en fait, tout ce qui sont prestations de services dédiées à l'immeuble, l'exploitation, la maintenance, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la continuité liée à l'immeuble, ce qu'on appelle le Facility Management technique. Et puis les prestations liées à l'occupant, effectivement, les prestations de service, que ce soit l'accueil, que ce soit la propreté, la sûreté, etc. Donc le pilote, en fait, le Facility Management, pilote ses activités dédiées à l'immeuble et dédiées à l'occupant. Donc on est effectivement au cœur du débat dans le domaine du Facility Management. Le CPMI travaille à produire beaucoup, en fait, d'outils qui vont aider effectivement les pilotes à piloter et orchestrer, en fait, ces activités tant dédiées à l'immeuble que dédiées effectivement au service. Et on a besoin effectivement de pouvoir restituer des données et de travailler sur les données qu'on va récupérer et les données qu'on va restituer. Je vais juste citer une anecdote par rapport à ça. Il y a 2 ans,
on s'est dit, bah, tiens, le BIM exploitation démarre, ce serait quand même intéressant que dans la continuité du BIM construction, on puisse engager une réflexion au niveau du CPMI pour engager un process et transmettre, en fait, récupérer de l'information et puis ensuite la transmettre. En fait, on a créé un groupe de travail dans lequel des experts chez nous, qui étaient plutôt des gens du facility management, on était contre nous, si je puis dire, entre soi, a été chargé d'étudier ce dont on avait besoin en matière de données. C'est-à-dire qu'est-ce que le promoteur allait devoir nous donner pour qu'on exploite correctement. Et puis ensuite, on s'est dit maintenant, avec toujours en tête l'idée que le jour où on partirait, le client, en fait, le propriétaire de la foncière, nous exige de nous en fait, un certain nombre de données, puisque nous, on prend une situation qui est une photo, on fait un film pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ensuite on restitue une photo à notre client en disant voilà, votre immeuble a été maintenu de cette façon, on a maintenu les loyers en place, etc. Et on a commis, le mot est, je dirais, à peu près raisonnable, un document de 160 pages qui expliquait effectivement tout ce dont on avait besoin et tout ce qu'on allait restituer derrière. Et en fait, quand on a produit ce document, on s'est rendu compte que, très honnêtement, il était inexploitable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de données à récupérer, à exiger du promoteur, si on veut démarrer dans de bonnes conditions, ce qu'on considérait, nous, comme étant des conditions normales de démarrage, que d'abord, le promoteur était sans doute dans l'incapacité de nous les fournir, ce qui est probablement vrai. On demandait les références sur les vis, enfin sur les équipements, ça devenait complètement fou. Ce qui est possible à partir du moment où on rentre dans la capacité de le demander au départ. Or aujourd'hui, nos contrats de construction, ce qui n'est pas forcément le cas. Nos contrats de construction ne comprennent absolument pas cette demande d'information. Et c'est bien le malheur du dossier des ouvrages exécutés. J'ai juste une petite réflexion, parce que Franck disait tout à l'heure qu'il y a 80% ou je ne sais plus de composants qui sont industrialisés dans les bâtiments. Mais normalement, ça a des codes barres, tous ces composants, est-ce qu'on veut... Oui, normalement, ouais. C'est le mot normalement qui c'est le mot normalement qui pose question, mon cher Eric. Donc, en fait, on a travaillé sur cette constitution de base minimale d'exigences en fait, qui allaient être les nôtres et qu'on allait transmettre. Donc, je ne crois même pas qu'on l'a transmise d'ailleurs à la Fédération des promoteurs immobiliers. On n'a pas osé aller jusque-là. Mais en fait, dans la réalité, c'est quand même ce qu'on a fait apparaître. Et on s'est dit, de toute façon, on aura besoin de ces données parce que quand on va restituer l'immeuble dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, on aura besoin de restituer en fait, une photographie qui sera la plus précise possible. Or, en fait, l'expérience montre qu'en matière de facility management, on arrive à piloter de l'activité sur un bâti aujourd'hui, ou même un niveau de satisfaction des occupants, avec relativement peu d'indicateurs et avec des données qui restent relativement minimes. Ah, c'est intéressant. Partant du principe qu'en fait, c'est un peu ce que l'on défend chez nous, c'est que trop d'informations tue l'information et qu'à partir du moment où on en donne beaucoup, elles deviennent inexploitables. Je prends un exemple simple. Il y a quelques années, on faisait ce qu'on appelle des RMA. Je pense que les gens qui nous écoutent savent ce que c'est, les revues mensuelles ou les rapports mensuels d'activité, où en fait, c'était quasiment payé au poids. C'est-à-dire qu'on fournissait des données qui étaient monstrueuses, on nous obligeait à les fournir. Donc déjà, c'était un temps d'investissement qui était lourd, puis après un temps d'analyse de ces données qui était très importante. Or, en fait, aujourd'hui, on évolue naturellement sur des notions d'indicateurs qui sont plus réduits et sur lesquels la performance du pilotage et de la production de services et de maintenance technique reste relativement succincte. Ça n'interdit pas d'aller voir derrière, d'aller voir plus loin s'il y a besoin, mais la restitution aujourd'hui du pilotage d'un contrat de facility management est beaucoup plus réduite qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement qu'on n'a pas besoin de millions de données pour piloter un bâtiment? Je suis persuadé, oui. Aujourd'hui, j'ai l'exemple en tête aujourd'hui où un client en matière de facility management qui génère un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros veut 12 indicateurs globaux ou 15 indicateurs globaux de management de son occupation. Ça ne veut pas dire derrière qu'il n'y a que 12 indicateurs ou 15 indicateurs. Ça peut être enrichi. Il peut y avoir plein de choses derrière. Mais ça veut dire que la lisibilité au quotidien de la manière dont son actif évolue et de la manière dont ses occupants sont gérés reste pilotée avec très peu d'indicateurs de performance. Et si tu veux, c'est ça l'enjeu. C'est qu'il y a un enjeu de traduction et d'échelle. Alors, je vais prendre l'image de la fractalité bien chère à Benoît Mandelbrot. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de connaître à l'échelle de la mouche la taille et la longueur de la côte bretonne? Non. En fait, en fonction du besoin, on va prendre du recul et on va zoomer, plus ou moins, sur les besoins. Et c'est là que les indicateurs s'agrègent. Et l'enjeu de notre transmission de données, c'est de permettre aux facility, aux property, de bien rester dans cette continuité, cette fluidité qui permet l'agrégation. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, on va avoir besoin de certaines informations traduites pour la performance financière de l'actif, dans lesquelles on aura traduit la performance technique de l'ouvrage. Et c'est ce qui m'amène à la taxonomie européenne. On a le groupe Finance Durable européen a tenté d'écrire ce qui était un bâtiment durable
et avec des performances environnementales en sortant de l'opacité. En disant, voilà la définition qu'on propose, qui est claire, qui est périmétrée et qui est science-based, comme disent les collègues des Nations Unies sur le programme environnement et l'immobilier. Donc on rentre dans quelque chose de transparent. Il y a eu 46 000 contributions. Donc c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup. Parce qu'on sort de l'opacité, donc tout le monde a quelque chose à dire sur quelle est la définition d'un sujet. Je citais tout à l'heure l'IPMS avec l'ARIX. Il n'y a pas une définition de la surface, il y en a 3. Ça veut dire déjà qu'il faut tenir compte qu'il n'y aura pas 2 standards uniques. Ce qui est fondamental dans la continuité, c'est d'associer une information à la manière dont elle a été calculée, en étant transparent sur la manière dont j'ai calculé l'information ou donné l'information et la responsabilité que je prends sur cette information. Parce que ce qui est important pour vous, Facility, c'est que si je vous dis telle machine, c'est telle marque, c'est telle performance, etc., il faut bien que quelqu'un s'engage sur cette information. Sinon, vous n'allez jamais me croire. Vous allez donc retourner sur place, dépenser de l'argent, envoyer un technicien, vérifier si la machine qui est marquée XYZ sur le plan, c'est bien la machine XYZ sur le site. Et combien de fois, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit ça. Mais on a tous constaté ça. Donc c'est vrai qu'il y a cet enjeu de bien capter l'information et de ne pas se perdre dans les échelles. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que je balance, que je vous donne 90 000 données différentes. C'est pareil pour les gestions techniques de bâtiments. Aujourd'hui, j'ai vécu moi la foire à celui qui aurait le plus de points de contact. Ouais, moi j'ai une GTB 15 000 points, moi j'en ai une 25 000. Ça sert à quoi? Derrière l'ordinateur, il finit avec une belle housse et personne ne le regarde parce que de toute façon personne ne sait s'en servir. Alors, on a évolué depuis, maintenant on a des hypervisions. Moi je suis vieux, je peux le dire, j'ai vécu ça il y a 15 ans, j'ai les photos. Voilà, mais c'est ça que je voulais dire, Eric. C'est-à-dire qu'entre cette époque où on voulait vendre avant tout de la donnée en masse, aujourd'hui on est sur de l'hypervision, de la traduction et du pilotage. Et c'est cette même continuité qu'il faut qu'on arrive à trouver sur tous les sujets de nos bâtiments. Et ça servira effectivement à l'asset pour valoriser la valeur intrinsèque du bâti. Oui, qui est avec l'utilisation, j'espère. Parce que de gérer des immeubles vides, c'est pas trop... Non, OK, donc voilà, il faut que ça soit utile quand même. Restons... Alors, on m'indique qu'on a un petit souci avec l'intervention de Laurent Fléchet qui devait intervenir depuis le Luxembourg. Apparemment, la connexion n'est pas viable. Mais cependant, j'ai une question pour vous trois. C'était une question aussi pour Laurent, mais je lui poserai et on enregistrera son intervention pour vous la rendre disponible. Quelles sont les pratiques de travail collaboratif et durable qui émergent aujourd'hui? Alors vous en parlez, on voit bien que finalement vous partagez des points similaires dans la digitalisation nécessaire qu'il faut mener pour optimiser notre industrie immobilière au service du bien commun de cette industrie. Comment vous voyez, vous, les actions à mener cette année? Alors on commence, qui veut prendre la parole? Eric, peut-être? Oui, je veux bien commencer. Nous, on a déjà commencé très modestement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, les acteurs du CIPMI viennent d'ADN différents. On vient de la construction, on vient du service, on vient de la restauration, on vient de la construction. Et on s'est dit, finalement, avant d'aller chercher et exiger des autres quelque chose qui nous soit commun et partagé, commençons déjà par faire le travail et nettoyer déjà chez nous. Donc on a commencé à travailler l'année dernière sur la mise en forme d'une plateforme minimale, qui soit en fait commune en fait à tous les adhérents du Facility Management, quel que soit leur ADN, et sur lequel on s'engagerait en fait à fournir en fait à nos clients, qu'ils soient property, constructeurs, foncières ou autres, en fait des données, un minimum de données sur lesquelles on serait en droit d'obtenir et qu'on serait en devoir de restituer, sur lesquelles ce serait commun pour tous. C'est-à-dire qu'on vienne de la construction, qu'on vienne de la propreté, eh bien le Facility Management pour nous ce sera la même chose. Ce sera traité de la même manière et cet engagement il devient commun, il va être commun à partir de cette année. Cette plateforme minimale va être commune à partir de cette année. En tout cas c'est une espèce de charte d'engagement sur les services et j'espère que ce sera un point de départ qui pourra alimenter effectivement mes amis ici présents dans le développement de ce travail commun. Voilà.
Alors ça, c'est très concret, donc merci. Alors on va passer la parole à Xongor. Donc à la Proma, vous nous avez dit, Xongor, tout à l'heure que vous faisiez des cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la finalité de ce travail? Oui, mais ça s'intègre quand même dans un programme qu'on appelle compétences et confiance. Au niveau de property management, on est arrivé à la conclusion que la qualité de nos services se sont dégradés pour plusieurs raisons. Je ne veux pas pointer des responsables, le premier est nous-mêmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait un problème potentiellement de dégradation de compétences et un souci de confiance dans nos livrables. Et il faut rétablir ces deux éléments qui sont primordiaux pour justement aller plus loin. Sur la confiance, c'est une transparence qu'on veut construire. Ça veut dire qu'on ne veut pas l'opacité, ça ne sert à personne. On voudrait vraiment, même s'ils ne sont pas bons, au moins qu'on sache tous et qu'on travaille tous pour qu'on s'améliore. Donc on va communiquer de plus en plus sur notre métier, sur des indicateurs pour rendre notre métier, ce qu'on fait, plus transparent. Et sur les compétences, on travaille sur deux choses. Un, les compétences numériques, bien entendu, avec les cas d'usage et référentiels de données, mais qui sont... On ne veut pas un référentiel exhaustif. On veut un référentiel utile. Peut-être que pour 3 cas d'usage, cette année on fait 3, peut-être 8, peut-être 5, mais ça marche. Et c'est testé avec les plateformes et avec l'utilisateur final. Donc c'est clairement sur les compétences numériques et aussi sur les... On voudrait aussi rendre notre métier, la gestion immobilière, plus attractive. Donc on a des actions à mener avec les écoles parce qu'on voudrait comprendre les étudiants, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils choisissent une carrière, un métier, et pour travailler sur notre image. Donc ce sont les deux choses, compétences et confiance, sur lesquelles on va travailler cette année. Alors, même question pour vous, Franck, et même doublée d'une deuxième question. Quel est l'avantage stratégique d'être le premier à sortir de l'opacité et du flou? Je crois que mes collègues l'ont déjà dit. On est tous d'accord que le flou qui était jusqu'à présent, alors qui n'était pas si flou que ça, mais qui était basé sur des référentiels anciens. Moi, je me souviens où quand on regardait un plan en papier, l'échelle donnait le niveau de fiabilité. Un plan au 50e était plus fiable qu'un plan au 200e. Mais comme on a maintenant des outils informatiques dans lesquels on peut zoomer, plus personne n'a gardé cette idée qu'il fallait remettre en place une notion de fiabilité de l'information. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, ce qu'on a fait avec l'association Fidji, c'est de faire un premier travail d'identification d'une trentaine d'indicateurs en fonction de leur criticité et en fonction de la définition de fiabilité qu'on va mettre dedans. Donc c'est très très simple et c'est l'idée de dire comment, quand je transmets un ouvrage à un investisseur, de quoi a besoin cet investisseur pour le mettre en gestion. C'est-à-dire qu'on sait pas, on n'a pas fait votre travail, on a juste, parce que ça on va essayer de le connecter, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir le premier bloc, comment je transmets l'ouvrage et je le mets en gestion. Donc de quoi a besoin mon investisseur pour le rentrer dans ses outils de gestion. Oui. Des outils tout simples, et on revient à la surface. Qu'est-ce qu'une surface de l'eau ? Comment je peux facturer un locataire. Même ça, aujourd'hui, nous, promoteurs, dans 9 cas sur 10, on n'envoie pas la bonne info et l'investisseur est obligé de recalculer ses surfaces de l'eau. C'est l'expérience que... Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais c'est un retour d'expérience qu'on a eu, donc on commence par ça. On transmet une trentaine d'indicateurs pour l'investisseur et derrière, effectivement, on va travailler avec vous pour collecter vos demandes d'informations pour l'asset, pour le property, et ce qui nous permettra, nous l'espérons dans les mois qui viennent, de proposer à nos promoteurs au sein de la fédération un cahier des charges auprès des constructeurs et des maîtres d'œuvre en disant voilà ce qu'il est nécessaire de demander à vos fournisseurs comme information, puisque c'est cette information-là, une fois qu'on l'aura mise en œuvre et dont on aura validé la fiabilité, qui sera transmise à l'investisseur et au gestionnaire et qui pourra utiliser dans ses propres outils. Et on créera donc ainsi une valeur de données au bénéfice des autres acteurs. Mais la première étape, effectivement, définition des besoins. On est tous partis de la même manière, avec le bottin, en disant le BIM c'est génial, on peut capter des dizaines de milliers d'infos, donc on a tous fait un bottin. Maintenant on revient à
l'extract, de quoi on a besoin en premier, on teste et on va arriver maintenant à la deuxième étape qui est de commander l'information, mais la bonne information au bon moment. Et là, je suis assez radical. Aujourd'hui, le BIM, dans le monde de la conception-construction, il a été fait par les concepteurs-constructeurs et à aucun moment, en tous les cas, on a, nous, promoteurs, demandé des informations nécessaires à la gestion. On a laissé le monde conception-construction travailler à l'amélioration de sa productivité, ce qui est important pour nous, puisque qui dit conception-construction plus productive, plus efficace, meilleure qualité, ça va dans le bon sens. Mais on a un peu omis de demander l'information nécessaire à l'aval. Donc je pense qu'on est dans ce travail ensemble aujourd'hui, et notre présence aujourd'hui, c'est le témoignage de la mise en œuvre de tout cela, et de le faire évidemment en bonne entente, et sans refaire le travail de l'autre, mais en capitalisant sur le travail de chacun, de manière à ce que ça s'emboîte correctement, comme des poupées russes, et que l'information soit toujours disponible. Donc, si je comprends bien vos interventions, pour répondre à cette question qui était pourquoi un langage commun immobilier est-il nécessaire, c'est que finalement, entre ces deux continents, celui de la conception-construction et celui de l'exploitation, eh bien, vous cherchez à dresser un pont, un langage commun, qui n'est pas tant une invention venant de Mars, mais qui est plutôt de se concentrer sur un corpus de données essentielles, limité, mais qui est fiabilisé et utile pour chacun des différents métiers qui vont intervenir au cycle de vie dans le cycle de vie du bâtiment. Est-ce que cette formulation vous convient? Mais avec la finalité, en fait, oui. Si on fait tout ça, pourquoi? On fait parce que on ne reconstruit pas le même brique, parce qu'on peut se baser sur ce qui était fait déjà auparavant et on peut continuer au-delà. Donc ça veut dire qu'on gagne en efficacité. Si tous les métiers sont plus rentables, parce que c'est moins de coûts, donc on a gagné en efficacité et peut-être même en efficience, mais l'utilisateur final, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand on chiffre la gestion des immeubles, c'est de plus en plus cher. Et ce n'est pas possible. L'utilisateur ne va pas payer 2 fois plus juste parce que je sais pas, les salaires augmentent. Donc en fait, que les données sont perdues. Et parce que les données sont perdues, parce qu'il y a des inefficacités. La tolérance d'inefficacité de notre chaîne immobilière ne sera plus tolérée parce que ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que quand tu dis que oui, si on comprend bien ce que tu reformules, oui, mais avec le bénéfice qu'on voit pour l'utilisateur final autant sur le prix, et d'ailleurs pour nous par la rentabilité, et deuxième, parce que nous sommes plus efficients sur l'impact qu'on peut avoir sur leur vie sociale, sur le bas carbone, sur plein de choses. Donc en fait, il y a pas seulement que notre activité est meilleure, ou parce que je me contente d'avoir eu un projet et que j'ai fini avec Franck ou avec Eric avec de succès, mais qu'à la fin, c'est pour le bénéfice de toute la chaîne et l'utilisateur final, autant sur le prix que sur la qualité. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de langage commun. Le mot me gêne beaucoup, Eric. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de langage commun. Chaque métier a son expertise, chaque métier a son langage, et il faut lui laisser. Ce dont nous avons besoin, c'est de continuité numérique, c'est-à-dire de traduction et de capacité de captation d'une information spécialisée à une échelle très petite, pour la remonter à une échelle plus élevée, la traduire et arriver à tes 12 indicateurs, comme tu disais Eric, quand on a besoin d'aller vers l'investisseur. J'ai aussi besoin de traduire ces informations vers mes banquiers, vers mon assurance. Mon assurance qui va me demander quel est le niveau de risque des composants, quelle est la résilience. Mon banquier qui va me demander une garantie sur l'actif. Quand je demande un crédit, il va me dire « ouais, mais si l'actif il est obsolète dans 10 ans et que le crédit est sur 20 ans, c'est ennuyeux ». Oui, un peu. Mais il y a deux fonctions. La disponibilité des données et l'utilisation des données. L'utilisation, peut-être on a 12 indicateurs maintenant, mais ça va évoluer. Les usages, il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas, mais la fiabilité et l'existence et la disponibilité des données et l'interprétabilité, c'est important, même si on n'utilise pas aujourd'hui. Mais pour sur l'utilisation, on doit faire quand même un peu de ménage et de se concentrer sur ce qui est vraiment utile pour nous et pour l'utilisateur final. Ouais, moi je dirais qu'il faut intégrer la notion de valeur ajoutée complémentaire sur nos métiers. C'est-à-dire que cette donnée, elle va générer de la valeur ajoutée. Pour moi, c'est la valeur ajoutée. Alors, il y a de l'économie dedans, évidemment. Je comprends bien les problématiques de Xongor pour la location, pour la valorisation des immeubles, pour le rendement. C'est nécessaire. Mais je pense qu'il y a d'autres valeurs ajoutées. Xavier Lépine parlait tout à l'heure de notion de risque en fait, en matière d'investissement. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, nos métiers, en fait, dans les indicateurs et dans les données, va permettre aussi d'optimiser les coûts, mais surtout aussi de minimiser les risques.
On va avoir des immeubles qui seront mieux construits, mieux bâtis, mieux sécurisés, mieux entretenus, mieux protégés, et on va valoriser les actifs au travers de ça. Ce n'est pas simplement qu'un simple coût en fait, sur de la location, c'est aussi la valorisation de l'actif pour ce qu'il est. Et je pense que la valeur ajoutée de nos métiers, au sens large, y compris les nôtres, d'ailleurs on a écrit là-dessus récemment, il y a 2 mois, on a sorti un livre blanc sur ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de valeur ajoutée qui vont devoir être valorisés monétairement pour les investisseurs, c'est clair. Pour le dire autrement, si tu veux, dans nos métiers jusqu'à présent, la collecte de données était une charge qui coûtait, alors qu'au XXIe siècle, tout le monde se bat pour avoir de la donnée parce que c'est une énorme capacité de valorisation et de plus-value. Donc je pense qu'on est dans ce moment de mutation très forte de nos métiers qui passent du XXe au XXIe siècle, où on avait la vision de l'information comme une charge qui coûte, qui nécessite d'être collectée, à quelle valeur j'ai de l'information et la plus-value que je peux en faire si je suis capable de l'analyser, de la traiter, de la traduire. Et c'est tout l'enjeu de nos travaux dans les semaines et les mois qui viennent. Messieurs, je vous remercie d'avoir partagé vos expertises et vos points de vue et d'avoir précisé ce qu'est la continuité numérique.